août 1944. Alors que Paris se prépare à sa libération, une autre bataille se déroule dans le sud de la France, presque dans l'ombre. À Marseille, la deuxième ville de France, un millier de résistants mal armés affrontent une garnison allemande qui a reçu l'ordre d'Hitler de se battre jusqu'à la mort. Dans les rues de la cité phocéenne, des barricades se dressent. Les civils rejoignent les combattants. Et sur les hauteurs, la bonne mère observe silencieusement ce qui deviendra l'une des batailles urbaines les plus intenses de la libération. Cette histoire, c'est celle d'une victoire obtenue 27 jours avant la date prévue par le commandement allié. Une victoire qui coûtera plus de 1800 soldats français et près de 200 civils. Voici l'histoire de la bataille de Marseille. L'insurrection marseillaise. Le 15 août 1944, l'opération Dragoon débute sur les plages du Var. Plus de 150 000 hommes débarquent en Provence. Parmi eux, les forces françaises du général de Lattre de Tassigny, commandant l'armée B. L'objectif, reconquérir les ports stratégiques de Toulon et Marseille. Mais à Marseille, personne ne veut attendre. La ville étouffe sous l'occupation allemande depuis novembre 1942. Les destructions massives du vieux port en 1943, les rafles, les exécutions ont laissé des cicatrices profondes. La garnison allemande, commandée par le général Hans Schäfer, compte environ 4000 artilleurs de marine et les effectifs de la 244e division d'infanterie. Une unité de second ordre, composée en partie d'Osttruppen, ces soldats russes sous uniforme allemand, et de nombreux hommes âgés ou blessés. Mais Hitler a été clair. Marseille doit être défendue jusqu'à la dernière cartouche. Le 19 août, la CGT lance un appel à la grève générale. Dans toute la ville, les entreprises s'arrêtent. Les sabotages se multiplient. Le comité départemental de libération est divisé. D'un côté, les politiques, menés par les syndicalistes, plaident pour l'insurrection immédiate. De l'autre, les militaires des francs-tireurs et partisans hésitent. Ils savent qu'ils ne sont que 300 combattants armés de 280 mitraillettes, une force dérisoire comparée aux 35 000 FF de la région parisienne. Mais le 20 août, la décision est prise. Environ 1 millier de combattants des forces françaises de l'intérieur prennent les armes. Le lendemain, le 21 août, l'insurrection éclate. Les résistants, soutenus par la population, prennent d'assaut la préfecture. Dans les rues, les Marseillais érigent des barricades. Les femmes ravitaillent les combattants. Les jeunes transportent des messages. Gaston Defferre, futur maire de la ville, combat aux côtés des résistants. Le 22 août, le comité de libération s'installe à l'hôtel de ville. Francis Lehenhardt en prend la présidence. Les combats sont violents, mais les résistants, malgré leur courage, savent qu'ils ne pourront pas tenir longtemps face à un éventuel retour en force des Allemands. Ils contrôlent le centre-ville, entre la préfecture et la bourse, mais les forces allemandes se replient sur leurs positions fortifiées. Le fort Saint-Nicolas, le fort Saint-Jean, Notre-Dame de la Garde, les îles du Frioul et les sites du Merlan, du Foresta et du Rakati. La ville est en ébullition. Les troupes régulières doivent arriver. La décision du général de Montsabert. Le 20 août, au quartier général français, personne n'envisage encore une attaque immédiate sur Marseille. Tous les efforts se concentrent sur Toulon. Mais le destin en décide autrement. La veille au soir, un détachement de Spahis, lancé au nord-ouest de Toulon, s'est heurté à une forte résistance ennemie. Le lendemain,
la 3e division d'infanterie algérienne parvient à percer les lignes allemandes et à prendre un carrefour stratégique entre Toulon et Marseille. C'est l'opportunité qu'attendait le général Joseph de Gueslar de Montsabert. Cet officier de 55 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale et de la campagne d'Italie, commande la 3e DIA. Il connaît la valeur de ses hommes, le 3e régiment de tirailleurs algériens, le 7e régiment de tirailleurs algériens, des unités aguerries qui ont combattu à Monte Cassino. Montsabert saisit l'occasion. Malgré les réticences du général de Lattre, qui craint de disperser ses forces alors que Toulon n'est pas encore tombé, il donne l'ordre de lancer une offensive vers Marseille. Une partie de sa division est encore engagée à Toulon, mais il ne peut laisser les résistants marseillais seuls face aux Allemands. Le 21 août, Montsabert lance ses troupes dans la bataille. Elles progressent par le massif de l'Étoile et le Garlaban. L'investissement de Marseille se fait aussi par la vallée de l'Uvaune et par la Gineste. Le 20 août au matin, le 2e régiment de cuirassiers prend le carrefour du camp au nord-ouest de la Ciotat, ouvrant la route d'Aubagne. Après 2 jours de combats acharnés, les 21 et 22 août, le 2e régiment de cuirassiers et le 3e bataillon porté de Zouaves, renforcés par le 2e groupement de tabors marocains, s'emparent d'Aubagne. Le verrou fortifié saute. Le 22 août, les FFI rejoignent le poste de commandement du général de Montsabert à Gémenos, à une 20aine de kilomètres de Marseille. Le général les écoute, évalue la situation. Les résistants tiennent le centre, mais sont en danger. Il faut faire vite. Le 23 août 1944, les premiers éléments de la 3e division d'infanterie algérienne, accompagnés de la 1re division blindée du général Sudre et des tabors marocains, pénètrent dans Marseille. Ils atteignent les 5 avenues. Montsabert établit son quartier général près de la préfecture, à l'hôtel du commandant du 15e corps. Les résistants et les soldats réguliers font désormais front commun. Le refus de capituler. Le général de Montsabert ne perd pas de temps. Dès son installation à Marseille, il envoie un émissaire au général allemand Hans Schäfer. Le message est clair, capitulation ou destruction. Mais Schäfer, fidèle aux ordres d'Hitler, refuse net. Le port de Marseille doit être tenu coûte que coûte. Il sait que sa garnison n'est pas de premier ordre, mais il a reçu ses ordres. Il se battra. Les Allemands ont préparé leur défense. Avant l'arrivée des Français, ils ont obstrué la passe du Vieux-Port avec l'épave du Cap Corse. Les installations portuaires sont détruites. Les pylônes du pont transbordeur sont dynamités. Tout ce qui pourrait servir aux Alliés est sabordé ou miné. Les positions fortifiées sont transformées en points d'appui. Notre-Dame de la Garde, perchée sur sa colline dominant toute la ville, devient le pivot de la défense allemande. Les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean couvrent l'entrée du Vieux-Port. Les îles du Frioul sont hérissées de canons. Le 24 août, Raymond Aubrac, commissaire régional de la République, envoyé par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, parvient à atteindre la préfecture sous les tirs ennemis. Il est immédiatement reconnu par la résistance. La République française est officiellement restaurée à Marseille. Aubrac se charge d'organiser l'administration et de répondre aux nombreux besoins d'une ville en plein chaos. Mais la bataille continue. Les Allemands refusent de céder. Chaque quartier devient un champ de bataille. Chaque rue peut cacher un tireur embusqué. Chaque immeuble peut devenir une position défensive. Pour libérer Marseille, il faudra conquérir la ville rue par rue, maison par maison.
Les combats pour Notre-Dame de la Garde. Le 25 août, l'ordre est donné. Il faut prendre Notre-Dame de la Garde. La basilique domine Marseille de ses 162 mètres d'altitude. Celui qui tient la bonne mère tient la ville. Les Allemands l'ont compris et ont transformé la colline en forteresse. Des pièces d'artillerie couvrent tous les accès. Les mitrailleuses balayent les approches. Le 7e régiment de tirailleurs algériens du colonel Léon Chapuis reçoit la mission. 2 colonnes sont formées. La première, guidée par un résistant courageux, aborde les blockhaus disséminés autour de la basilique par la montée de l'oratoire. Les chars Jourdan et Jeanne d'Arc s'engagent dans la pente étroite. Les obus allemands s'abattent immédiatement. Ahmed Litim, jeune tirailleur, est mortellement blessé. Il succombera à ses blessures. Le char Jeanne d'Arc est détruit par un tir direct. Plus loin, le char Jourdan saute sur une mine. Les pertes sont lourdes, mais les tirailleurs ne reculent pas. Le sergent Messaoud Lassami mène ses hommes à l'assaut. Un à un, il nettoie les blockhaus. Le combat est au corps à corps, à la grenade, au fusil. Chaque position coûte du sang. La 2e colonne, composée du 2e bataillon et du 3e régiment de tirailleurs algériens, commandé par le chef de bataillon Valentin, emprunte un chemin méconnu. Cette initiative tactique permet de contourner une partie des défenses allemandes. Les 2 colonnes convergent vers le sommet. L'assaut final est donné. Dans un élan irrésistible, les tirailleurs escaladent les derniers mètres sous le feu ennemi. Les défenseurs allemands, dépassés, finissent par céder. À midi, le drapeau tricolore est déployé sur Notre-Dame de la Garde. Depuis le sommet, les soldats contemplent toute la ville. Marseille s'étend à leurs pieds. Mais la bataille n'est pas terminée. Les derniers bastions. Avec la prise de Notre-Dame de la Garde, le moral des Allemands vacille, mais plusieurs positions fortifiées résistent encore. Les combats se poursuivent dans toute la ville. Au fort Saint-Nicolas, au Prado, au Roucas-Blanc, à Endoum, au parc Borély, les affrontements sont intenses. La défense allemande, retranchée dans des points d'appui fortifiés, vend chèrement sa peau. Les défenses allemandes de la Coude Foresta sont réduites par le 3e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens, commandé par le colonel de Roquigny. Au Rakati, les unités du 7e régiment de tirailleurs algériens mènent l'assaut final avec de lourdes pertes. Les tabors marocains, ces soldats volontaires des tribus du Maroc, se distinguent particulièrement. Les 3 groupements de tabors, commandés par les colonels Leblanc, Boyer de la Tour et Masset du Biest, participent à tous les combats décisifs. Les îles du Frioul restent un problème. Les batteries allemandes, qui y sont installées, menacent toute la rade. L'aviation américaine intervient et pilonne les positions ennemies. Les explosions résonnent dans toute la baie. Le 27 août, la situation est devenue intenable pour les Allemands. Isolés, à court de munitions, sans espoir de renfort, ils comprennent que la bataille est perdue. Le général Scheffer se résout finalement à l'inévitable. À 20h, il signe l'ordre de reddition. La capitulation prend effet le 28 août à 15h. Les troupes allemandes déposent les armes. Près de 11 000 prisonniers sont capturés. Le bilan est lourd. L'armée française compte 1825 morts et blessés. Les tirailleurs algériens, les tabors marocains, les zouaves ont payé le prix fort. Parmi les résistants, on dénombre une centaine de tués. La population civile n'a pas été épargnée. 200 morts
et 500 blessés témoignent de la violence des combats. Mais Marseille est libre. La ville a été libérée en 13 jours, alors que le plan allié prévoyait 40 jours. C'est un exploit tactique et stratégique majeur. Le 29 août 1944, un immense défilé se déroule sur la Canebière et le quai des Belges. Devant une foule enthousiaste, les forces françaises de l'intérieur, les tirailleurs algériens, les tabors marocains, les blindés de la première division défilent aux côtés des autorités civiles et militaires. Le général de Lattre de Tassigny, le général de Montsabert, Emmanuel d'Astier de la Vigerie et André Diethelm saluent les combattants. La libération de Marseille rouvre le port stratégique de la Méditerranée. Le ravitaillement allié peut désormais transiter par la cité phocéenne. C'est une étape décisive dans la reconquête du territoire national. Marseille a payé le prix de sa liberté, mais elle tient debout, fière et meurtrie, tournée vers l'avenir.